Bonjour mes amis, bonsoir plutôt, il est 22 heures. Nous sommes le lundi 18 septembre. Et je vous invite à une petite discussion live, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Voilà, donc c'est l'occasion pour nous de nous retrouver. Ça me fait plaisir, ça m'a manqué comme exercice. On a passé une année à faire plein de lives, c'était une année extrêmement centrée sur les Agora vidéo. Et à présent, on calme un peu le jeu, mais ça me manque beaucoup. Et dans cet épisode, Blur is the New Black, le flou et la nouvelle tendance, j'ai envie de voir avec vous à quoi on va pouvoir jouer en live. Voilà, donc c'est une discussion ouverte. Je dois lire vos messages normalement. Ça me fait un petit thé, hein, excusez-moi. Je dois lire vos messages. De quoi voulez-vous parler? À quel exercice on aurait envie, vous et moi, de jouer en live? Exercice de pensée, exercice de réflexion, exercice d'interrogation du monde. Voilà, vous êtes 24 déjà, bah dis donc, ça va vite. Je m'attendais à un horaire un peu confidentiel, mais voilà quoi. Hop. Alors, qui est connecté là? Manifestez-vous un peu, que je puisse dialoguer avec vous. Et n'hésitez pas évidemment à partager cette vidéo un peu partout parce qu'on va rester une petite demi-heure ensemble. Je pense qu'une demi-heure c'est bien pour commencer. Qu'on refasse connaissance tous ensemble parce que je ne sais pas, peut-être qu'il y a des nouvelles personnes connectées. J'ouvre un peu plus, voilà. Bah, bienvenue dans ma modeste demeure. Alors, qui est connecté? Pour l'instant je ne vois rien dans l'affichage. Donc vous restez muet. Bon écoutez, bah, parlons du monde alors, mais moi ce que j'aime bien avec les vidéos live, c'est qu'il y a de l'interaction, c'est-à-dire que vous puissiez vous manifester, écrire ce qui vous passe par la tête, des questions, des réflexions, des envies de thèmes, et que ça soit une discussion libre. J'ai vraiment envie de privilégier ça vraiment cette année. Euh, un dialogue, un dialogue, un vrai dialogue. Voilà, donc pas un monologue. Je me demande vraiment si c'est possible d'ailleurs d'utiliser la vidéo live en véritable dialogue. Au fond, est-ce que c'est pas juste une sorte de monologue un peu, je dirais, interactif, mais pas trop? Alors, comme j'ai aucun message qui apparaisse, je vais vérifier quand même sur mon ordinateur, voir si ça fonctionne. Vous êtes 37, donc j'imagine que quand même vous captez bien. Voilà, mais c'est pas normal d'avoir même pas un petit cœur qui défile, un petit message, quoi. C'est pas normal. Il y a un truc qui bug quelque part, donc on va voir ça ensemble. Alors, voyons voir. Poum poum poum. Il y a une petite vignette live qui apparaît. C'est horrible. Maintenant, on nous évalue sur Facebook. J'ai 4,1. On dirait que je suis un chauffeur Uber. J'ai 4,1 sur 5. Bah, dis donc. Ah voilà, donc le live fonctionne, puisque là je vois vos messages. Donc c'est un bug que j'ai sur mon smartphone. Voilà, bonsoir Vincent, ça roule. Vaou, coucou. J'ai connu votre nom grâce à un magnifique et intriguant jeu du Phénix. Salut Siana, bah écoute, bienvenue. Bryce, on s'en fout des likes et des cœurs, d'accord. Bruno, on est là, on capte, super. Ça me fait penser à un épisode de Black Mirror. Ouais, d'accord. Le son est faible. Désolé, j'espère que ça va pour les autres. Peut-être que c'est juste ton téléphone qui marche mal. Normalement, je dois capter impeccablement. Ceci dit, si ça bug, on va commencer dans 3 minutes. Hein. Là, je me donne toujours 5 minutes de... Voilà, j'ai encore 1 minute de blabla. Et après, on peut commencer à se lancer. Salut, alors je sais pas ton nom, VHF. Hichem, le son est faible. Bah, je vais peut-être passer en Wi-Fi. Là, je suis en 4G. Voilà. Et puis partagez, mes amis. Plus on partage, plus on amène du monde. Parlons d'amour, Valérie. Ah, l'amour. Tu crois encore en l'amour, toi? Tu es jeune, tu dois avoir moins de 40 ans. Alors, et je provoque un peu, hein, mes amis. Il faut quand même que je vous titille un peu pour qu'on puisse partir dans une vraie réflexion. Salut tout le monde, coucou. Il y a un thème particulier? Non, Marie-Charlotte, je teste avec vous un retour à la vidéo live, voir où ça nous mène. Je suis ravi qu'on soit à plus de 30, là, 30, 40. Mais l'exercice n'est pas encore figé et d'ailleurs, je dirais, il évolue avec vos remarques.
C'est quoi le thème ce soir? On est 44, ouais, tout à fait. Bah, le thème ce soir, je viens de le dire, à nous de le définir. Alors attendez, je partage un petit chouïa. Boum, boum. Racha, salut. Invitez vos amis, hein, partagez juste un petit coup. Comme ça, vous voyez un peu vos amis réagir. C'est quand même assez amusant de les voir en situation de live. Haroun veut parler de l'ode à la vie. C'est pas parce que tu m'as pas encore rencontré, dit Valérie. T'es coquine, Valérie. Hop, allez, on partage dans un groupe. Faites un ou deux groupes de partage, une ou deux pages, et après on part. Bim. Voilà, je crois que je suis bien là. Bim, bim. C'est bon. Alors pourquoi j'ai pas vos messages? Ça m'énerve. J'aurais bien aimé les avoir sur mon smartphone. La maladie mentale de Nietzsche. La syphilis, tu veux parler de la syphilis? Oui, parce que c'est juste la syphilis. Hein. Je crois pas que ça soit son système qui l'ait rendu fou, comme certains lecteurs romantiques de Nietzsche nous expliquent que c'est sa propre philosophie qui l'a rendu fou. Non, je crois vraiment que la syphilis lui a rongé le cerveau, le pauvre malheureux, et qu'on voit vraiment cette entrée dans le délire. C'est assez fascinant chez Nietzsche, jusqu'aux dernières lettres. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu les dernières lettres de Nietzsche. On est au tournant de 1888-1889. Et il se prend pour Dieu, c'est un délire mégalomane, qu'il avait déjà un peu dans sa prose, mais là, ça prend des proportions incroyables. On l'a raccompagné dans le train, il chantait, il était complètement délirant. Et puis même au début, il parlait, hein, Nietzsche, l'entrée dans la folie, il parlait, il discutait, des propos incohérents, etc. Et puis après, il est tombé dans un mutisme qui a duré de 1889 à 1900, puisqu'il est mort en 1900. Voilà. Partagez, merci Siana, super d'avoir partagé. N'hésitez pas à partager les autres et puis on va voir de quoi on parle. Donc, hop, c'est triste. Ouais, c'est triste et à la fois c'est très intéressant que à travers Nietzsche, la philosophie et la folie, la raison et la déraison se rencontrent. C'est un mythe. Je pense que Nietzsche est devenu un mythe aussi parce qu'il est devenu fou. Je ne sais pas si on avait eu un Nietzsche qui aurait vieilli tout simplement, qui aurait écrit des livres jusqu'à 80 ou 70 ans, qui aurait eu une petite retraite. Je sais pas. Ça aurait été intéressant. Nietzsche et la Première Guerre mondiale, j'aurais bien aimé voir ce qu'il aurait pu dire de la Première Guerre mondiale. Il est né en 44, donc ça nous donne. Il aurait pu durer jusqu'après la Première Guerre mondiale. Nietzsche aurait pu durer. Ça serait intéressant hein, de réfléchir à ça. Je pense que il aurait été révolté. C'est un homme de paix, Nietzsche, malgré sa violence verbale. C'est un homme qui stigmatisait la bêtise humaine, hein, véritablement. Que pensez-vous de la dernière interview de Jim Carrey? C'est intéressant, Jim Carrey, c'est un adepte de la méditation transcendantale, qui est une méditation très très connotée secte. Hein. Je ne suis pas spécialiste pour savoir si c'est une secte ou pas, mais en tout cas, dès qu'on fait des recherches un peu sur la méditation transcendantale, on voit une pratique qui simplifie les méthodes de méditation de l'Inde pour en faire quelque chose de très consommable pour l'Occident. Mais c'est au-delà du développement personnel, il y a vraiment un truc de gourouitisation très fort. Et donc, quand on a cette lecture-là, on comprend que il est resté perché un peu, quoi. C'est vrai que quand on le voit comme ça, on dit ouais, génial, super, enfin un mec qui gueule sur le délire iconique de la Fashion Week, voilà, à New York. Mais je trouve que la journaliste a été assez forte en fait. Quand vous regardez l'interview, ça finit mal pour lui en fait. Au début, il se la joue, je vous emmerde, tout ça c'est de l'illusion. Il est très critique, très caustique. On est séduit. Et puis en plus, il a un truc délirant. Il est assez délirant. Et à la fin, à un moment, elle lui dit mais en fait, vous êtes super bien habillé. En fait, si rien ne compte, si on est dans un rêve, vous êtes quand même apprêté pour ce rêve. Et là il se démobilise. Là il se démonte plutôt. Et ouais, les lunettes, ouais. Vous avez des remarques sympathiques. C'est vrai que le fait d'être en vidéo, le moins de détails compte. Oui, effectivement, des lunettes là. Voilà. Je trouvais plus mes lentilles ce matin.
Ah là là, vous savez toute ma vie. Alors, voilà, donc Jim Carrey, le premier réflexe, c'est d'abord, oui, il tient tête au système, et c'est pour ça qu'on aime un tout petit peu, je dirais, les images iconiques de, voilà, de rebelles, de ceux qui sont dissidents par rapport à une sorte de médiatiquement correct. Donc on dit, ouais, super. Je l'ai partagé un peu dans ce sens, puis après j'ai un peu réfléchi, et j'ai été voir un peu l'homme, et effectivement, derrière ça, on a un, un mec qui est un peu coupé de la réalité de ce que je décris d'ailleurs dans On n'a pas, dans mon premier rap. Hein, je ne sais pas si vous avez suivi que j'ai un album qui sort dans quelques jours, enfin le 13 octobre, un mini-album, 4 titres, mais dans On n'a pas qui est déjà disponible, c'est ça que d'exprimer ce que c'est être connecté au réel, ce que c'est être connecté au réel par rapport à des élites déconnectées, à des stars déconnectées. Qu'est-ce que c'est être connecté au réel? Qu'est-ce que c'est voir un homme qui vous donne un sandwich parce qu'il l'a fabriqué, il l'a fait, il a acheté les ingrédients, il a mis de l'amour dans son savoir-faire et il vous le vend. Qu'est-ce que c'est concrètement ça? C'est ça être connecté au réel, c'est savoir le prix des choses, le prix de la sueur. Qu'est-ce que ça représente de taffer, de travailler, même dans des métiers hyper humbles. Et qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir un boulot assigné parce qu'on sort à peine de l'école? Qu'est-ce que ça veut dire de pas avoir de quoi payer de la bouffe? Voilà, cette connexion au réel, elle est essentielle. Et même si nous, on n'est pas connecté au réel parce on a des moyens financiers, etc., il faut toujours garder cette connexion réelle à travers de l'empathie et puis de la connexion humaine avec les autres. Moi, personnellement, j'essaye vraiment de développer des cercles d'amitié extrêmement variés qui peuvent aller avec le quartier du coin, des cercles d'amitié. Quoi. Je suis ami avec le Pakistanais qui vend des t-shirts à 10 euros dans ma rue, on échange, voilà. Je suis ami avec... et c'est très important, c'est plus que de l'amitié, c'est vraiment la possibilité à travers une relation d'amitié, d'échanger de l'humanité, quoi. D'échanger de l'humanité, de me mettre à sa place, de comprendre comment il voit le monde. Et c'est en ce sens que j'ai dit cette phrase qui a fait une polémique chez tous les partisans de la race et d'un antiracisme racialiste. Quand je disais je suis noir sur commande, bon la formule était peut-être mal trouvée, mais je la maintiens. C'est-à-dire je peux comprendre parce que j'ai des amis et des amours et des gens que j'aime qui sont noirs de peau et qui me racontent leur vie et qui font remonter des injustices qu'ils peuvent vivre, des actes xénophobes. Ben, je peux vraiment comprendre. Je ne le vis pas, mais je peux l'éprouver, je peux le comprendre. C'est ça que je voulais dire. C'est un peu la phrase quand Rimbaud dit je est un autre. Je est un autre. La capacité de devenir autre, même si on n'a pas la couleur de peau de l'autre, on peut comprendre l'autre très profondément, comprendre sa vision du monde. C'est ça être connecté au réel finalement, c'est être connecté au ressenti des autres. Je n'entre pas dans un monologue, mes amis, donc je lis vos messages. Que pensez-vous? Voilà, Jim Carrey, vous voyez, ça va vite, hein, c'est pas mal, hein, Blur is the New Black. Quelqu'un a un problème à résoudre? Siana, bah, je sais pas. On est là pas tellement pour résoudre les problèmes, on est là pour les creuser. On est là pour voir si, à travers un problème particulier de quelqu'un, eh bien, on ne peut pas aussi trouver que ce problème nous touche, que ce problème nous émeut, que ce problème est aussi notre problème. C'est la frénésie qui consiste à vouloir résoudre les problèmes est une frénésie fatigante. Les problèmes, ce qui est intéressant avec les problèmes, c'est pas tellement de les résoudre, c'est d'essayer de voir s'il n'y en a pas qui ont les mêmes problèmes que nous. C'est de faire communauté de problèmes. Et ce qui est excitant dans les problèmes, le problème des autres, mes problèmes, c'est de voir, et vos problèmes là, à vous, ça se trouve, on a les mêmes problèmes. Et là, ça devient passionnant. Pas parce qu'on va les résoudre ensemble, en nous donnant la main dans un champ bisounoursien de haute volée, mais parce que c'est excitant de résoudre les problèmes. C'est excitant d'être confronté à la vie facile qui résiste et qui devient compliquée, à un rêve qui est impossible à réaliser et de voir comment on peut avancer, quoi. Alors, nous avons un pied dans la folie, n'est-ce pas? Nous avons tous un pied dans la folie, Dadou, tu dis. Ouais, c'est un psychiatre qui s'appelle Sandretto qui dit ça, qu'on a tous des moments psychotiques par intermittence. On est tous des psychotiques, mais on sait vite revenir à la raison quand il faut. Le psychotique réel, lui, il n'a pas ce retour à la raison. Mais ouais, quand on voit la folie des gens, la folie ordinaire, c'est ça aussi être connecté au réel. C'est comprendre la part de bargitude. Moi, j'aime bien ce mot, c'est presque un concept pour moi. La bargitude, c'est la folie qu'on a apprivoisée. La folie en soi qu'on a apprivoisée. C'est pas la folie c'est un grand mot qui fait peur. Mais la bargitude, c'est le petit truc déjanté, vous voyez, le truc un peu dingue. Et ça, je suis très sensible à ça. Et à la rigueur, je connais vraiment quelqu'un quand on partage ce truc un peu dingue que j'ai
que vous avez aussi, et c'est ce qu'on peut peut-être partager ici, allez savoir. Alors, Mao, la méditation transcendantale reste l'auto-hypnose. Je crois que c'est un peu plus enfermant que ça. Je crois que c'est un peu plus enfermant que ça, mais je ne suis pas spécialiste. C'est parce que tu m'as pas rendu. Ah, d'accord. Oui, on s'est suicidé, donc j'imagine qu'il est troublé. Son ex est suicidé, oui, oui, tout à fait. On parle de Jim Carrey, là. Hein. Ouais, son ex est suicidé. Oui, bah oui, c'est terrible. Hein. Ça me fait penser à Itada Kimasu. C'est beau ce que tu dis. Bah, merci Valérie. Super accro Valérie. Yacine. L'autre est un autre soi-même. Ouais, je est un autre et l'autre est un autre soi-même. Tu fais bien de compléter, Yacine, cette phrase. Mais c'est fondamental, quoi. C'est fondamental de comprendre que l'identité est une construction narrative et de comprendre que cette construction, on peut l'avoir. Quand vous lisez un livre, mais ceux qui s'énervent quand je dis. D'ailleurs, j'ai commencé en disant. Quand je lis Césaire ou Toni Morrison, c'est-à-dire des auteurs noirs qui racontent. Noir, on s'en fiche qu'ils soient noirs de peau, mais qui parlent de ce que c'est être noir dans le monde. Parce que Toni Morrison et Aimé Césaire, c'est ça. C'est pas juste qu'ils sont noirs. Ils sont noirs et ils racontent, l'un avec la théorie de la négritude, une théorie pour sortir de la colonisation de l'époque, l'autre en racontant l'Amérique raciste des années 80-90. Voilà. Et donc, quand je lis ça, quand on lit un livre, on ne s'étonne pas de dire je suis noir sur commande. Parce qu'on convoque ces états émotionnels, ces vécus émotionnels, comme si on les avait vécus. C'est ça, lire, la puissance de lire un livre. Et ceux qui ne lisent pas ne comprennent pas qu'on puisse dire une phrase comme ça. Ceux qui lisent pas tellement, ceux qui lisent pour avoir des connaissances, mais pas qui lisent des romans, des choses qui vous affectent, qui vous bouleversent. La force d'un roman, c'est qu'on peut voyager dans l'autre. On peut voyager dans la peau de l'autre, dans la pensée de l'autre, dans l'intimité de l'autre, dans la sexualité de l'autre, dans l'univers de l'autre. C'est ça la puissance du roman. Et il n'y a aucune technologie aujourd'hui, même virtuelle, 3D, et tout ce que vous voulez avec des implants, quoi, qui permet ça. Un bon roman écrit depuis un axe de vérité, même si c'est une histoire inventée, bah, ça permet de se téléporter dans la tête de l'autre. Voilà, donc Je suis noir sur commande vient effectivement de la lecture. C'est un parti pris littéraire. Alors après, on rétorque, oui, mais toi, quand tu prends un taxi, les taxis s'arrêtent, alors que quand on est noir, les taxis ne s'arrêtent pas. Oui, mais ça n'empêche pas de vivre ça comme une injustice que pour des noirs qui sont mes concitoyens et qui sont mes amis, mes frères, mes amours, le taxi ne s'arrête pas. Ça m'empêche pas de comprendre tout à fait ce que ça peut foutre comme boule et comme colère et comme rage. Et ça ne m'empêche pas de m'insurger contre ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais effectivement, il faut lire des romans pour ça. Il faut lire un tout petit peu de romans et vibrer de peaux différentes et de points de vue différents. Ou écouter des raps. Hein. Il y a des raps qui se mettent dans la peau des autres aussi. Enfin, n'importe quelle œuvre artistique est capable de nous faire voyager dans des identités diverses. Marilyn, tout à fait. Il faut toujours se mettre à la place de l'autre afin de le comprendre. Ouais, Valérie, oui. Marie-Charlotte, empathie. Christophe, on devrait toujours être légèrement improbable. J'aime bien, essaie d'aller plus loin parce que j'aime bien ton expression. Se rendre, on devrait toujours être légèrement improbable. Bah oui, pour moi, ce que tu dis là, ça fait écho avec la singularité, c'est-à-dire la chose qui fait qu'on ne peut pas être mis en algorithme, la chose qui fait qu'on est profondément unique au monde. Voilà. C'est ça, être légèrement improbable, tel que j'entends, mais tu peux développer ton idée, elle est très belle. J'insiste aussi dans ces agora vidéo, quand vous avez des belles idées, moi en tout cas, ce que je trouve belle, hein, n'hésitez pas à les développer. Comme ça, on tisse un fil, il n'y a pas que moi qui tisse un fil, vous le tissez aussi, même si j'ai un privilège écrasant puisque je suis en vidéo et donc je parle plus vite que vous n'écrivez. Nathalie, c'est bien à ça que sert un roman, instruire par le phénomène de transfert, j'aime bien le mot effectivement, merveilleux outil d'apprentissage émotionnel. Je crois que c'est comme ça qu'il faut, entre guillemets, parler des romans aux jeunes. Les romans, c'est vraiment une expérience technologique absolue. Il n'y a pas plus technologique qu'un roman, je veux dire. C'est même pas de la 3D, c'est même pas de l'immersion, c'est même pas je prends mon casque et puis je suis dans un... J'ai même pas besoin de casque, quoi. Je suis complètement dans la peau de l'autre, le ressenti de l'autre. Si on a... Je trouve que les nouvelles technologies dans leur développement et tout le battage médiatique de comment elles arrivent à nous vendre des expériences immersives à la première personne, comme on appelle ça dans les jeux FPS, je crois qu'il suffit juste de prendre tout ce jargon-là et de l'appliquer au roman. Et de dire, en fait, il y a plus fort que ton jeu vidéo
voilà, où tu es tout le temps limité, que c'est un scénario et tu vois bien plus fort qu'une série américaine, quoi, qui sont quand même super bons, c'est le roman. C'est-à-dire que tu projettes ton propre univers et tu le mélanges à l'identité de l'autre. Il y a des romans quand même qui nous bouleversent et qui nous transforment au niveau de notre logiciel interprétatif du monde et de nous-mêmes. Il y a des romans qui sont bouleversants, réellement beaux. Vous pouvez d'ailleurs, citez-moi s'il vous plaît, donnez-nous un peu des pistes de lecture. Dites-moi le roman, on va pas faire 50 romans, le roman que qui vous a le plus transformé ou qui a transformé le plus votre vision du monde. Quel est pour vous le roman qui vous a téléporté dans une identité très loin de la vôtre, dans un univers très loin du vôtre? Donc j'insiste, hein, c'est un roman qui vous fait voyager très loin et qui du coup vous fait voir le monde autrement une fois que vous fermez le livre et que vous lisez la dernière page. J'attends vos biographies. Alors, je reprends le fil. Alors, Nathalie, donc ouais. Elsa, c'est quoi le sujet? Il n'y a pas de sujet, Elsa. C'est ce que j'appelais il y a un an un balbutiement. Hein, c'est-à-dire, on en a fait 45. C'est-à-dire, c'est sans sujet. Alors, c'est une discussion. Voilà, c'est une discussion informelle et d'ailleurs floue. Et c'est pour ça que je donne ce titre, Blur is the New Black. Le flou est la nouvelle tendance, qui correspond, tu le sais très bien, à ma vision de la cybermodernité, mais on pourra en parler, que le translucide et le flou, d'ailleurs c'est pas mal d'avoir des lunettes pour le coup, c'est trié par le flou. Voilà. Il y a un écran, puis il y a un autre écran, puis il y a mon écran mental, et puis peut-être qu'il y a mon écran subjectif, et puis mon écran émotionnel, et puis voilà, il y a une série d'écrans qui floutent notre possibilité de nous rencontrer, ça n'empêche pas la rencontre, c'est translucide. C'est pas transparent. Tout sauf transparent en face de vous. Alors vous êtes complètement pas transparent en face de moi, avec juste vos remarques et vos photos qui s'affichent, et puis peut-être des souvenirs que j'ai si je vous ai croisé dans la vie, ce qui est très peu d'entre vous. Hein. Mais c'est flou, mais c'est voilà, c'est translucide. Nous sommes dans la société translucide aujourd'hui. La transparence est impossible, et la translucidité nous donne cette image de transparence totalement impossible à réaliser, et pourtant c'est fascinant parce que les contours sont imprécis et pourtant des choses essentielles se dessinent. Et on comprend que dans ces choses essentielles échangées, il y a tout un continent qui n'est pas échangé et qui est tout aussi essentiel. Et c'est ça la translucide. Que retient le translucide? C'est ça la grande question du translucide. Lui qui me donne l'impression de montrer tout, eh bien qu'est-ce qui me cache? Et c'est d'autant plus fort qu'il me montre tout. Alors ce qui me cache a d'autant plus d'importance que, en fait, il est dans un mouvement où il montre. Vous êtes chez moi, je suis là, je vous parle normalement, il n'y a pas du tout de mise en scène, il n'y a pas du tout même de mise en scène langagière. Donc, apparemment, c'est transparent, je réponds à vos questions comme je pourrais vous répondre au bistrot, et pourtant, je cache des choses. Pourtant, évidemment, je cache des choses. Peut-être les choses les plus essentielles, les choses qui me travaillent, les choses secrètes. Et vous, pareil, vous m'écrivez comme ça, vous êtes apparemment transparent. Si je vais sur vos Facebook, je vais voir votre vie défiler, je vais voir vos photos de vacances, je vais voir votre univers, je vais voir tous vos amis qui commentent, en toute transparence, apparemment. Et pourtant, il y a des choses cachées, il y a des choses qui ne sont immontrables, impartageables. Hein, quand tu parles d'improbable, Christophe, ça m'évoque ça. L'idée d'improbable, c'est l'idée d'impartageable. Il y a de l'impartageable qui n'a jamais eu autant de valeur que dans une société où tout se partage. Vous comprenez ce que je veux dire? Une sorte de rétention d'informations qui donne aux informations partagées une sorte de tension électrique. En fait, la transparence est impossible, mais elle est comme une sorte d'objectif. Voilà, c'est assez intéressant, on pourra aller loin là-dedans. Nathalie, c'est bien à ça que c'est un. Elsa, Sienna. En rap, celle qui me fait le plus kiffer, c'est Kenny Arcana. J'aime beaucoup son... Mais je trouve qu'elle tourne un tout petit peu en rond. Un peu en rond. Elle reste dans une sorte d'altermondialisation, de mouvement altermondialisation des années 90-95. Attaque, tout ça. Et j'ai l'impression qu'il manque pour moi... elle est hyper dans une revendication où tout se mélange. Tout se mélange. Il y a peu de distinction. C'est le capitalisme, c'est le lobby militaro-industriel, le Sud est bon, le Nord est mauvais. Il y a quelque chose d'un peu facile dans cette critique, elle est encore marxisant, très marxisant. Donc je pense qu'elle n'est pas... Elle reste à une philosophie politique très connue. Très connotée. C'est déjà bien hein, de pouvoir parler de ça d'une rappeuse, c'est vraiment génial. Mais... autant il y a des choses qui m'émeuvent, autant il y a des choses où c'est le bordel. Et même dans ses clips, avec ces images d'archives, tout éclate d'images d'archives, souvent,
c'est un peu le bordel. Ça sème plus la confusion que des pistes de lecture. On en sort beaucoup avec le ils sont tous pourris et il faut se battre. Donc j'aime bien, mais voilà, la limite elle est là pour moi, de Kenny Arcana. Et puis sa façon de rapper, son flow, je le trouve pas assez varié. C'est toujours ce même ton, voilà, cette voix tout le temps mise sur la même note tout le temps. C'est tristounet. De toute façon, ce que je reproche au rap, à part quelques-uns, hein, mais il y a un côté tristounet, triste carrément, désillusionné et tristounet depuis les années 2000. Il n'y a pas ce rap que j'aimais moi, qui était un rap effervescent, optimiste, mais très lucide politiquement. Quand le rap aujourd'hui devient optimiste, c'est on fait la fête, on lève les bras. Le message politique se dilue en fonction de l'optimisme affiché. C'est peut-être un signe des temps, ça dit peut-être quelque chose sur l'époque. Mais ce que j'essaie moi, ce que je vais faire dans le rap, parce que je vous le dis, je vais continuer le rap avec un album, un gros album de 15 titres pour l'année prochaine. Les 4 titres qui sortent le 13 octobre, c'est juste. Enfin, je les adore, hein, je les ai bichonnés, chouchoutés, ces 4 titres. Mais c'est un galop d'essai, donc l'album va s'appeler Micro Liberté. Le prochain s'appellera, je vous le dirai plus tard. Mais ce que j'essaie d'amener, c'est justement d'amener une réflexion un peu comme on a aujourd'hui, sous forme de rap, mais qui donne des clés politiques et humaines sans donner la leçon, quoi. C'est ça qui est fort dans le rap, c'est qu'on ne fait pas de leçon. On ne fait pas de démonstration, on est dans l'émotionnel et c'est à travers l'émotionnel qu'on essaie d'articuler un message rationnel. Voilà, c'est pour ça que je dis que le rap est le bras armé de la philosophie dans un article. Alors, Valérie, je n'ai pas pu venir à la conférence sur le manager complice, boum, la semaine dernière. Eh bien, écoute, tu te rattrapes ici, voilà. Jérémy, le fait que certaines personnes, attendez, j'ai des petits cœurs qui s'affichent, ne comprennent pas ton empathie pour les personnes avec d'autres caractéristiques que les tiennes, ont l'air de m'affecter. Ça m'a pas affecté, oui, j'étais un peu vénère, oui, c'est vrai. J'ai parlé avec D de Cabal de ça très profondément, on a eu une discussion de 3 heures. D de Cabal, c'est un rappeur que j'ai trouvé, que j'aime, que je connais depuis en tant que rappeur et que j'ai rencontré. On a parlé 3 heures de ça, il a écrit même un texte là-dessus super intéressant. Mais ça m'a affecté, ça m'a affecté, c'est vrai, je peux pas le nier. J'ai regardé la vidéo, j'ai envie de l'effacer cette vidéo, je crois que je vais l'effacer d'ailleurs, je suis en colère en fait, je suis en colère. Et je m'énerve et voilà, donc c'est totalement contre-productif, je voulais faire une vidéo d'explication en live et je me suis énervé. Bon, c'est la limite de l'exercice, mais écoutez, c'est intéressant. Je me suis énervé, effectivement. Je me suis énervé parce que le débat était faussé et injuste. C'était un débat idéologique que j'avais en face par certains et il se mélangeait dans la masse. Donc dans la masse, il y avait plein de gens qui ne comprenaient pas ce que je disais, mais qu'est-ce qu'il y a, il peut être noir sur commande, c'est quoi, il ne connaît pas notre vie, c'est n'importe quoi. Et cela était honnête et j'aurais aimé les amener à comprendre comment on peut dire ça et qu'eux aussi peuvent être blancs sur commande et comprendre ce que c'est être blanc, voilà, évidemment, et que l'identité s'échange sous la mélanine. Mais dans le lot des interlocuteurs, il y en avait plein qui étaient idéologiquement hyper précis, sur le côté t'es blanc, t'as aucune légitimité pour être antiraciste. Grosso modo, c'est leur message. Et ça, c'est pas possible, ça c'est inécoutable pour moi. Qu'on puisse faire des segmentations, des niches de l'antiracisme et de dire que quand il y a des injustices à combattre, il faut que ça soit que les victimes des injustices qui doivent les combattre et certainement pas d'autres. Ça, pour moi, c'est infect. Et donc, ce qui m'a énervé, et c'est très intéressant, c'est la limite de ces vidéos live. C'est que quand il y a un groupe qui arrive avec une idéologie et qui troll le débat, qui s'infiltre et qui amène tout le monde, parce que c'est des formules rigolotes, ils sont marrants, hein. Ils sont assez actifs sur Twitter, ils envoient des photos de noirs, des gifs de noirs qui roulent les yeux, ils font des blagues, ils sont très méchants, voilà. Mais drôles, méchants, mais drôles, mais cruels. Donc du coup, c'est très démagogique, on a envie de les suivre. Et du coup, le débat est absolument impossible. Voilà. Et donc je suis entré dans un monologue en colère, ce qui est contre-productif. Et c'est vrai que depuis, j'ai pas fait de live. Donc effectivement, tu as raison, ça m'a affecté. Mais d'ailleurs, je me soigne, hein, t'inquiète pas, et je travaille, je vais travailler là-dessus. Ça m'a fait avancer. De toute façon, ça m'a fait avancer. Mais c'est vrai que, voilà quoi. Ouais, ça touchait des choses précises chez moi dans ma propre histoire et dans mes combats. Et dans mes combats, qu'on soit injuste
dans la critique, ça ne me dérange pas. C'est rigolo même, ça m'amuse. Mais qu'on fasse semblant de débattre pour en fait ne pas débattre, mais faire de la propagande, ça me gêne. Et c'est la limite de l'exercice. Et voilà. Enfin bon, c'est rien, il y a des choses plus graves dans la vie. Hein. Bonsoir, les peuples sont-ils interchangeables? Je constate que non. Freddy, précise ta question. Interchangeable, qui pense que les peuples soient interchangeables? C'est pas ce que je dis du tout, du tout, du tout. Ce n'est pas d'Oscar Wilde cette phrase. Ah, zut, j'ai un délai, et donc je ne sais plus à quoi tu fais référence. Adolescente, Yourcenar m'a fait voyager, Marguerite Yourcenar. Ah voilà, mais lequel alors de Yourcenar? Quel livre? Adrien, enfin, dis-nous le livre qui t'a fait voyager. Le voyage de Céline, l'art de la joie de Sapienza. Très bien, Elsa, super. Le Grand Maulne, Valérie, d'accord. Chervin, La prophétie des Andes de James Redfield, oui. Valérie, Kafka sur le rivage de Murakami, que je connais pas, figure-toi. Kafka sur le rivage, je connais pas. Bah, c'est bien, j'ai la lecture là, c'est super. Le Navire Night d'Adou, ouais. James et La grosse pêche pour moi. Et donc vous avez des lectures originales. Hein. C'est plutôt une autobiographie, mais l'herbe bleue pour ma part. Jérémy, super. Pierre-Alexandre Patry. Alors, Papillon pour la recherche de sa liberté. Papillon, c'est quoi moi? J'ai un livre d'une philosophe qui s'appelle Papillon, je crois. Mais Le loup des steppes d'Hermanès, oui, bah oui, ça c'est des classiques. Ballade de l'impossible de Murakami. Ah, Murakami, 2 fois, 2 points. Amy, n'est-ce pas en se mettant dans la peau de l'autre qu'on peut tenter de se voir soi-même? Oui, tout à fait d'accord. De l'extérieur, essayer de voir comment et où on est dans ce monde, au monde. Ça, c'est très très vrai, Amy, et c'est vraiment comme ça que... C'est vraiment un truc qu'il faudrait diffuser, et je ne sais pas comment le diffuser. Il est évident que les gens qui ne se mettent pas en doute sont ennuyeux. C'est une évidence. Les gens qui ont des vérités définitives sur la vie, qui vous racontent comment les choses sont, qui vous expliquent que par A plus B, que les choses sont comme ça et pas autrement pour telle et telle raison, ils sont plus qu'ennuyeux, ils sont morbides. Je les fuis comme la peste. Je n'ai pas d'amis comme ça, et je ne peux même pas adhérer à une littérature qui serait une littérature comme ça. Souvent on me critique parce que je critique les coachs, vous savez, les coachs d'entreprise, voilà. Mais parce que justement, ce que je critique chez les coachs, c'est cette tendance-là. La plupart l'ont, je les ai côtoyés. Il y en a qui ne l'ont pas, il y en a qui l'ont. Moi, c'est le doute qui est pour moi l'essentiel du non-ennui. Du non-ennui. Ça vient peut-être du fait que je suis fils unique et que j'ai grandi en devant m'occuper. Mes parents travaillaient, parents divorcés, j'avais 5 ans, en s'entendant bien les deux. Et donc j'étais souvent après l'école, et j'étais dans une école loin de mon quartier, j'étais assez déraciné. Et donc j'avais des grands voyages en bus, j'avais des grands moments de solitude que j'ai jamais vécu dans l'ennui. Je ne me suis jamais ennuyé une seule seconde quand j'étais enfant, et pourtant j'étais un enfant seul dans une chambre avec ses jouets, avec ses fourmis, avec quelques plantes, voilà. Et je me suis toujours inventé des univers philosophiques, en fait, quand je réfléchis un peu à ma vie, et je me livre un peu, c'est rare, hein, c'est un moment rare. Je me suis toujours inventé des univers très philosophiques, comment on invente une machine à voyager dans le temps. Je voulais inventer la machine à voyager dans le temps quand j'avais 14-15 ans. Je voulais vraiment la créer, c'était sérieux. Je me dis, je vais y arriver. Je faisais des plans de machines, enfin, c'était juste délirant. Et très petit, j'étais toujours dans une volonté de transformer les lois secrètes de l'univers pour essayer de tordre la réalité et d'augmenter une liberté, etc. Donc bref. Et c'est le doute qui est ma vie. Et évidemment, jamais je me déclare en tant que philosophe, même si des fois le mot apparaît. C'est pas un titre philosophe, ça veut rien dire, ça veut strictement rien dire. Mais ça veut dire quand même une chose, c'est que le doute doit nous faire jouir. C'est-à-dire c'est l'opposé des philosophes un peu médiatiques qu'on nous montre, où ils n'ont plus de doute. Ils n'ont plus de doute. Quand vous regardez les philosophes des années 70-80, ils étaient pleins de doutes. La plupart étaient dans le doute. Ils jouissaient du doute. Parce que la philosophie, au sens étymologique du terme, c'est jouir de douter. L'amour de la connaissance qu'on n'a pas. Être complètement, avoir envie de faire l'amour à la sagesse, parce qu'on la trouve belle, mais elle n'est pas dans nos bras. Voilà, c'est ça, c'est jouir de douter, jouir d'aller vers la sagesse. C'est une jouissance érotique. Et on ne trouve pas ça aujourd'hui dans les prétendus philosophes qu'on nous montre. On montre plutôt des dogmatiques, BHL et d'autres, hein,
des gens qui ont des certitudes et qui martèlent leurs certitudes. C'est tout sauf des philosophes. On ne peut pas du tout qualifier des individus qui ont la vérité, qui disent c'est comme ça et pas autrement, des philosophes. C'est des éditocrates. Ils font des éditos et ils ont le pouvoir éditorialiste dans certains magazines. Donc voilà. Mais profondément, ce qui nous rassemble, et Émile, tu vois, tu m'as fait partir et du coup j'ai encore plus de délai qu'avant. Profondément, ce qui nous rassemble tous là ce soir, on est 40, c'est le doute, quoi. C'est ça qu'il faut développer chez les gens, chez les amis. Apprends à douter de toi et donc peut-être que l'autre va t'apprendre des choses sur toi que tu ne connais pas toi-même. Et peut-être que l'autre, tu as des choses à faire dans le doute avec lui. Et même dans la société, dans la politique, c'est par le doute qu'on avance. Toutes les politiques qui n'ont pas de doute, c'est des politiques dangereuses, mentalement, avant même d'être fascisantes. Elles sont dangereuses mentalement. C'est le doute. Et le doute, c'est pas ce qu'on a en politique aujourd'hui. C'est pas du tout ce qu'on a en politique. Des politiques qui disent « je ne sais pas, je dois réfléchir ». Il y en a très peu, c'est extrait. Et pourtant, on sait bien que la sagesse, elle réside là, dans la puissance du doute. Le sage, c'est celui qui réfléchit, qui demande conseil, qui dialogue et qui essaie de trouver la meilleure solution, et elle n'est pas évidente, donc il faut douter pour la trouver, pour la débusquer. Alma, le bonheur selon... Merci pour tous vos likes, là, ça donne de l'énergie, on en a déjà parlé. Ah, on va bientôt arrêter, je vais essayer de finir vos messages. Alors là, il y en a plein qui mettent des messages, du coup. Le bonheur selon Confucius, d'accord. Ah oui, vous êtes dans les livres qui vous ont fait voyager à l'intérieur, loin. Les contes cruels de Villiers de l'Isle-Adam. Vivre en direct avec des personnes comme vous, j'ai l'impression que vous êtes chez moi. Bah oui, c'est super. Je suis là, Dadou, pas de problème. Tout le monde cache des choses, bien sûr. Patience dans l'azur d'Hubert Reeves. La poésie de Bachot, l'Odyssée d'Homère. Waouh, c'est sanglant, hein. L'univers qu'on veut bien nous montrer. Kenny évoque aussi une vision spirituelle. Conte de Monte Cristo, j'ai beaucoup aimé étant ado, ouais. Pour Kini Arcana, oui, c'est vrai que dans son nouvel album, elle reste là-dedans. Je retiens surtout certains sons. D'accord. Dounia, le don de quoi de Michel Pasquet m'a permis de pénétrer son monde émotionnellement, sentimentalement, intellectuellement. Une vibration indélébile. Waouh, c'est beau, Dounia, merci. Voilà, bah, vous avez plein de références là. Va falloir, je vois ma toute petite culture en lisant tous les livres que vous avez lus là. C'est pourquoi un album de heavy metal? Pourquoi pas? Peut-être plus tôt que prévu. Ouais. Je trouve ça très intéressant. Mon ancien prof de composition contemporaine, Pedro Palacio, vient du heavy metal et fait du heavy metal. Donc tout est possible avec l'orchestre contemporain, on peut aller partout. Et vous aurez le 13 octobre dans mon mini-album Micro Liberté un rap qui s'appelle Boule à facettes, où c'est un rap orchestral. Donc c'est vraiment l'orchestre qui joue le rap. Il y a bien sûr un son de batterie et de basse, mais c'est un rap directement. Voilà, donc l'orchestre, tout ça c'est de la musique, tout ça c'est de la vibration, tout ça c'est une façon d'être dans le flou artistique de soi. Voilà, et qui nous en apprend plus que la précision contrôlante et gestionnaire de soi-même, qui est totalement insupportable et que le coaching augmente aujourd'hui, la vision coach. Gérer la gestion de soi, là, le contrôle, le télos, ce que j'appelle le télos, vous savez, le mot grec télos, c'est le mot pour dire la fin, la finalité, le but. Et j'en peux plus du télos, quoi. J'en peux plus de gens qui veulent atteindre un but et qui se donnent des objectifs pour atteindre leur but. C'est insupportable et c'est vrai que l'entreprise meurt de ça. Et l'absence de sens dans les organisations, elle vient de là. On veut tellement avoir le but qu'on veut contrôler chaque étape qui mène au but, alors qu'à un moment, ben, on arrive au but par un acte créateur, y compris en entreprise, par un acte artistique, par un acte poétique. Je veux dire, le but, les grands joueurs de football, c'est pas parce qu'ils ont fait un plan précis avec des étapes qu'ils arrivent à marquer un but. À un moment, il y a quelque chose de poétique, et c'est pour ça que le foot peut avoir un tout petit peu de valeur. Et c'est pareil pour n'importe quoi. Vouloir absolument être dans le télos, dans l'objectif à atteindre, nous empêche d'atteindre cet objectif, en fait. Et donc on souffre de ça, l'époque entière souffre de ça. Donc voilà pourquoi il faut du flou, voilà pourquoi il faut du blur, voilà pourquoi il faut sortir du télos et aller vers l'opposé du télos. Non pas le but et je me donne des objectifs pour l'atteindre, mais le mélos, ça veut dire la mélodie, l'air entraînant, la musique.
Donc le but ou la musique, il faut choisir. Et être dans le mélos, c'est ne pas avoir un but, mais y aller quand même. Mais on ne sait pas quel est le but. Il se dessine au fur et à mesure de notre avancée noble ou petite ou collective ou spirituelle, ce que vous voulez. Mais c'est avancer dans le flou, dans le brouillard et sentir qu'on avance vers des repères éblouissants. Et voilà le titre un peu de ce genre de rendez-vous que je vous propose à 22 h quasiment tous les jours, hein, parce que maintenant c'est rendez-vous tous les jours à 22 h. On ne fera pas 40 minutes comme on a fait aujourd'hui, on fera moins, mais voilà, tous les jours à 22 h, venez et on va essayer d'être dans le flou et d'avancer dans le mélos, dans cette musicalité de la raison. Voilà, je ne sais pas où on va, on se parle, on se discute, voilà. Le thème c'était ça. Il n'y a pas de thème en fait, il n'y a plus de thème. L'idée même de déterminer un thème qui nous a mu pendant, je dirais, pendant les balbutiements et même avec Dream Tanks où le thème était affiché clairement, là on n'en a même pas besoin. On est dans le flux, on traverse le flou ensemble. Voilà. Yacine, l'idée qu'au fond, ah oui tu développes, l'action de l'être vis-à-vis, merci pour vos likes les amis, ça me chauffe le cœur, vis-à-vis de mes semblables, alors attends, l'action de l'être vis-à-vis de mes semblables vise l'auto-préservation. Même lorsqu'elle est offensive, cette action est motivée par une peur consciente ou inconsciente. Ceci pour dire que l'être ne connaît pas le mal, il est bon par nature. C'est la thèse de Socrate dans le Protagoras de Platon. Nul n'est méchant volontairement. Voilà, c'est une vraie question de la nature de l'homme et du mal venant de la société, ou venant des peurs, ou venant des traumas, ou du mal intrinsèque à l'être humain. Mais je te rejoins, Yacine, je suis d'accord avec toi. Je pense que les êtres humains sont des gens doux, profondément doux, et que les enfants, normalement, les enfants merveilleux que l'on voit, les enfants radieux, émerveillés, bouffant le monde, se transformant, jouant avec toutes les identités, je pense que ça donne naturellement, s'il y a de l'amour, et puis des règles de mélos, pas de télos, des règles mélodieuses, de la musicalité dans les règles, dans les institutions, dans tous les dogmes qu'on leur donne, dire tu peux jouer avec quand même, c'est que ça reste quand même des briques de Lego. Ça peut se déconstruire et ça peut se reconstruire autrement, ça peut s'améliorer, ça évolue. Voilà, et je pense que les enfants, naturellement, avec de l'amour et du mélos, ça donne des gens merveilleux. Mais le problème, c'est le télos. Et dans l'éducation, tu sais bien qu'il y a plein de télos. Il y a plein rien que notre système éducatif, c'est du télos à 200%. Aujourd'hui, vous savez, en France, maintenant, on évalue les gamins à l'entrée du CP. Ils ont des tests d'évaluation pour qu'on puisse les classer tout de suite, voir leur... Voilà. C'est horrible, c'est horrible. Dès le CP, ils vont être évalués, les gamins. Dès le CP. Alors, est-ce que tu sais compter jusqu'à 18 ? Et qu'une maîtresse fasse ça, c'est tout à fait normal. Où vous en êtes, je vous donne une petite interro. Mais que ça soit institutionnalisé et que dans toutes les écoles de France, ça soit un passage obligé, quelle que soit la pédagogie appliquée, on doit évaluer, ils doivent sentir le stress de l'évaluation dès le CP. Ça, c'est du télos, vous voyez. Ça, c'est du télos. Pour trier, il faut sélectionner, il y a des objectifs et on se donne les moyens d'atteindre nos objectifs. Et l'éducation, ça ne peut être que du mélos. Et le rapport à l'enfant enrichissant, épanouissant, c'est le mélos. Voilà pourquoi le rap m'intéresse, parce que le rap, c'est que du mélos. La musique, c'est du mélos, évidemment. Et la philosophie devrait être aussi du mélos, ô combien du mélos. Le doute. Mes amis, oh là là, vous êtes super actifs là. L'amour de 3 ans de Frédéric Becbédé, l'adaptation cinéma incomplète est vraiment réussie. Navire Night, Marguerite Yourcenar, oui. Tu ne blanchiras pas si tu ne peux pas noircir, dit TFM. Merci pour cette citation, Elsa. Ouais, c'est beau. Angédé Mondan Brown, voilà. Tu voulais trouver la pierre philosophale à dos, tu nous dis, Mao, c'est trop drôle. Mais elle existe, hein, elle existe. Moi non plus, je ne me suis jamais ennuyé. À 14 ans, j'étais promeneur solitaire. Et bien voilà, on se retrouve là. Nos promenades donnent ça 30 ans plus tard, je ne sais pas quel âge t'as, mais... Le livre est surtout l'auteur Marek Alter, ouais, son dernier livre Ève, Eurosophia et puis Philosophia. Dadou, ah oui, voilà, écoutez, vous êtes super, j'ai pris beaucoup de retard. Mon maître dans le management est Françoise Aubrist, ouais, Fabi, bien sûr. L'entreprise, ouais, bien sûr. Il se dit lui-même d'ailleurs pervers, hein, il dit je manipule, mais je manipule mon monde, hein, quand même. Hein, il faut avoir conscience que l'entreprise libérée était quand même une sorte de manipulation consentie et consentante. C'est la thèse de Rousseau, l'homme est bon par nature et contre... Oui, bien sûr, c'est la thèse de Rousseau, de la civilisation qui vient
vient enfermer l'homme dans des choses contre nature. Je ne venais pas grand ennui, voilà. C'est intéressant. Voilà mes amis, je suis pour qu'on arrête là, comme ça on a de la gourmandise de se retrouver voilà, tous les jours à 10 heures, sauf exception. Il n'y a pas de règle, encore une fois, on va être dans le mélos. Mais on fera moins qu'une heure, je pense une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure. Merci, c'était super agréable. Je vous dis à demain peut-être, et puis gardez le flou et sachez bien voyager dans des identités multiples, quelle que soit votre assignation à résidence dans votre moi. Bonsoir mes amis, prenez soin de vous, à très vite.